Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voix pour accoucher. Il y a la voix basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On oublie parfois que la PMA n'implique pas nécessairement une grossesse à risque. Audrey partage son expérience après un parcours de grossesse médicalement assisté éprouvant, qui l'a conduite à vouloir un accouchement aussi naturel et peu médicalisé que possible. Elle raconte comment elle a trouvé le cadre idéal au sein d'une maison de naissance où elle a vécu un accouchement qu'elle qualifie de rêve. Son conjoint, pleinement présent et attentif, ainsi que les sages-femmes à l'écoute, ont contribué à faire de cette naissance un moment inoubliable, alliant douceur et respect de ses choix. Le jour J, son instinct lui dicte d'être prête. En effet, entre son rangement intense et les alaises qu'elle amène en voiture avec elle, Audrey devait sentir les choses venir. Le soir même, la poche des os fissure. Les contractions débutent plus rapidement et intensément que prévu, mais Audrey parvient à les gérer jusqu'à ce que le soutien de ses sages-femmes devienne indispensable pour se recentrer pleinement sur le travail. Elle accueille alors sa fille avec douceur, de la manière la plus naturelle possible pour son plus grand bonheur. Aujourd'hui, Audrey nous raconte son histoire. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey, bienvenue dans notre podcast. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté de raconter ton expérience en maison de naissance dans notre épisode. On est très contente de te recevoir aujourd'hui et d'entendre tout ce que tu as à nous raconter. Et avant de commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans. J'habite désormais dans les Côtes-d'Armor, mais pour l'accouchement dont on va parler, j'habitais en Isère, près de Bourgoin-Jallieu. À ce moment-là, j'étais assistante de direction et depuis, j'ai un petit peu évolué dans ma vie professionnelle. Donc, je suis désormais doula et assistante d'éducation dans un collège. Et je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Alba. J'attends actuellement un petit garçon qui devrait pointer le bout de son nez au cours de l'été. Et je suis en couple avec leur papa depuis bientôt 12 ans. Oui, du coup, parce qu'on enregistre au mois de juin et cet épisode sortira plus tard et ton bébé sera né d'ici là. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché pour ta première ? Oui, alors j'ai accouché dans la maison de naissance femme, premières heures au monde, à Bourgoin-Jallieu, en Isère. Merci. Avant de parler de ton histoire de maternité, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Pour moi, une maison de naissance, c'est vraiment une structure autonome, distincte, mais en même temps proche d'un hôpital, où les sages-femmes peuvent nous accompagner vers des naissances physiologiques, tout en ayant la proximité de la sécurité du médical en cas de besoin. Et c'est vraiment un endroit chaleureux qui permet des naissances le plus naturelles possible, dans le cadre où on a une grossesse qui se passe bien. Et du coup, c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui respecte au plus possible le souhait de chaque parent. Merci pour cette définition et pour toute ta présentation. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours en maison de naissance et de ce qui t'a poussé notamment aussi à faire ce choix particulier. Et par rapport à ce choix particulier d'accoucher en maison de naissance, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été ancré en toi ou est-ce que ça t'est venu dans le temps avec des lectures, des expériences qu'on a pu te raconter ou des choses qui ont pu à un moment donné germer en toi ? Alors, ancré en moi, non, pas du tout. C'est vrai que de par mon histoire, j'ai eu ma fille, entre guillemets, sur le tard par rapport à mes proches, que ce soit dans la famille ou mes amis. Et pour la plupart, elles avaient eu des naissances médicalisées en structure. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Pour moi, c'était la normalité d'accoucher en maternité, avec la péridurale, etc. Et ce qui m'a menée en fait vers la physiologie, c'est tout un parcours PMA que nous avons traversé avec mon conjoint.
qui a pris plusieurs années avec forcément beaucoup d'examens médicaux, beaucoup de protocoles, de piqûres, d'échographies, etc. Également quelques soucis de santé qui faisaient que je saturais un petit peu aussi de l'hypermédicalisation, pardon, de ce côté médical et des suivis. Également des douleurs au niveau du dos qui faisaient que je voulais qu'on laisse un petit peu mon dos tranquille. Et du coup, la péridurale, ça me paraissait pas super fun qu'on vienne me planter une grosse aiguille dans le dos. Et en fait, j'ai commencé le parcours PMA sans forcément me projeter sur l'issue, si on y arrivait. Et je me souviens effectivement, à un moment dans le parcours, j'ai appris l'existence de la maison de naissance, qui était près de chez moi. Et ça s'est arrêté là, quoi. Le cheminement s'est arrêté là. Tu l'as connue comment, cette maison de naissance? Alors, je sais plus exactement si c'était par la presse ou par les réseaux. En tout cas, c'était pas via quelqu'un que Ok, ouais. je connaissais. Mais voilà, Bourgoin, c'est à la fois une petite et une grande ville, mais c'est vrai que du coup, j'avais eu cette information. Je sais plus exactement par quel biais. Quand tu as eu cette information, quand tu as connu pour la première fois l'existence de cette maison de naissance à Bourgoin-Jallieu, quelle image tu te faisais de ce lieu? Est-ce que, justement, si c'était par voie de presse ou sur les réseaux, peut-être que tu avais vu des photos ou lu des commentaires associés? Ou est-ce que c'était plutôt quelque chose de succinct qui t'a vraiment amené à te faire une image mentale de ce lieu finalement sans trop de renseignements? Je me souviens m'être dit que c'était chouette qu'il y ait une option différente. Hmm. Sans trop savoir de quoi il s'agissait, m'être un petit peu renseignée, avoir découvert un petit peu, voilà, l'approche physiologique, l'accompagnement global, etc. Mais c'est vrai que, voilà, comme pour moi, la grossesse et une éventuelle naissance étaient encore très loin, je me suis pas formalisée. Disons que je l'ai un peu rangée quelque part dans ma tête, Oui. où je me suis dit, voilà, il y a cette option-là à Bourgoin, qui était la ville la plus proche où de toute façon j'accoucherais. Et que c'était voilà une piste à explorer si un jour j'avais ce choix-là. Hmm. Est-ce que à ce moment-là, tu en avais parlé à ton conjoint ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais un petit peu gardé pour toi en te disant que, comme tu viens de le dire, c'est encore un peu loin, finalement, il n'y avait pas de nécessité à le partager de suite ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a stimulé au point de le partager? Il me semble quand même lui en avoir parlé, lui avoir dit bah tiens, il y a cette option-là à Bourgoin, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais envisager si on a la chance de pouvoir accueillir un petit bébé. Et il a réagi comment à ça? Alors vraiment à l'époque, je pense que pour lui c'était encore C'est moins trop concret. abstrait? Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a pas eu de réaction en particulier, quoi. C'était un petit peu: «Attends déjà qu'on y soit et puis on en reparlera». Oui, bien sûr, ce qui peut tout à fait se comprendre. Quand vous avez eu la joie d'apprendre que finalement tu étais enceinte, comment ça s'est concrétisé du coup cette inscription à la Bourgoin-Jallieu? Ça a fait ni une ni deux. Heu, je me suis pas posé longtemps la question. Entre-temps, je pense que j'avais aussi peut-être un petit peu plus entendu parler du lieu et cetera, du fait que, c'était quand même assez demandé, qu'il y avait peu de places disponibles. Très tôt, j'ai pris contact avec la maison de naissance, voilà, je me suis même pas posé la question d'appeler une maternité ou quoi que ce soit, parce que j'étais suivie par une gynécologue de ville qui OK. m'avait suivie aussi un peu avec la PMA. Et donc c'est elle qui a constaté la grossesse, qui a fait l'échographie de datation. Et ensuite, on a eu le temps de faire quelques examens ensemble, voilà, du tout début, la première prise de sang, tout ça. Mmh. Mais dès le 2e mois, en fait, au début du 2e mois, j'ai pris contact avec la maison de naissance tout de suite par mail, comme ils recommandaient de le faire. Donc voilà, maintenant ça remonte un petit peu parce que ça date de 2020, mais la question s'est pas posée longtemps. Et ton conjoint à ce moment-là, vu que les choses étaient plutôt concrètes, il était absolument d'accord avec ce choix? Au départ, pour lui, voilà, la tradition, c'était d'aller accoucher à l'hôpital. Je pense qu'il s'est un petit peu demandé de quoi je parlais et de quoi il s'agissait, et cetera. Et puis en fait, quand je me suis inscrite, il y avait une visite OK. avec le conjoint. Donc il est venu avec moi au 1er rendez-vous et très vite, il a été séduit par ce qui était proposé dans la structure.
Bon, bah, tant mieux. S'il a été séduit dès le premier rendez-vous, ça a été du coup plutôt paisible comme entrée à la matière. Est-ce que vous avez parlé rapidement de ce projet d'accouchement maison de naissance à votre entourage ou pas? Et si oui, au moment où vous en avez parlé, quel que soit le mois auquel vous avez choisi d'en parler, comment ça a été accueilli par vos proches? Oui, on est assez transparent. Moi, la première, voilà, je sais pas bien cacher les choses. Donc j'ai tout de suite, expliqué, à mon entourage, à mes amis, à ma famille, quel était le projet, de par, l'expérience qu'on avait, le cheminement qu'on avait et puis, au fur et à mesure, aussi tout ce que j'apprenais au fur et à mesure de ma grossesse, sur la naissance et la physiologie et du coup, ça a été plutôt bien reçu, globalement. C'est vrai que, voilà, en tout cas, même si ça a surpris Mmh. certaines personnes, j peut-être qu'il y en a qui étaient pas forcément, dans la compréhension de ce qu'on choisissait, mais en tout cas, ça a été respecté. On n'en OK. a pas entendu parler. Bon, évidemment, j'ai entendu, en rigolant ou sur le ton, voilà: «Bah, tu jamais accouché, attends d'avoir des contractions, tu verras que la péridurale t'y reviendra». Voilà, le genre de choses qu'on peut entendre, parfois quand on fait ces choix-là. Mais globalement, c'était plutôt vraiment un entourage, bienveillant. En tout cas, au niveau, des femmes, ça a aussi permis de lancer des sujets qui étaient un peu tabous chez certaines amies ou, bah, par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mes amies qui avaient eu des enfants avant moi, parce que nous ça a traîné et où en fait, bah, j'avais du mal à investir, leurs aventures à elles. Parce que du coup, moi, j'étais dans l'attente de mon bébé et puis j'étais pas encore dans ce tourbillon un petit peu de la maternité. Donc je m'intéressais pas forcément concrètement à ce qu'elles avaient pu vivre, que ce soit dans la grossesse, dans l'accouchement ou dans le postpartum. Et c'est pas forcément des choses où j'avais la conscience de poser des questions, précises et du coup, peut-être qu'on me les partageait pas aussi pour, voilà, soit pas me peiner davantage, soit, en se disant que je pouvais pas comprendre et finalement de mentionner ce projet-là, ça a permis d'ouvrir des espaces pour parler des naissances, Mmh. voilà, quelles qu'elles aient été, chez mes amis ou dans la famille et que ces personnes-là, elles puissent me partager leur expérience, positive ou pas, en structure. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais voilà, globalement, c'était plutôt de la bienveillance, de la part de l'entourage, qui ont respecté le choix. On mettait toujours en avance de toute façon, le côté sécuritaire aussi, que représentait la maison de naissance, à nos yeux. Mmh. Oui, mais du coup, tant mieux. Vous n'avez pas eu de personnes finalement qui ont eu des réactions vraiment virulentes ou qui ont essayé de vous dissuader de ce parcours. Donc c'est plutôt positif. Et comme tu dis, si en plus ça a créé des espaces de discussion, je pense qu'en effet, ça peut amener à des discussions assez intéressantes. Ouais. J'imagine en tout cas. Oui, après, s'il y a eu des choses peut-être qui ont pu me peiner ou voilà, qui ont pu être un peu plus virulentes, soit mon cerveau il a mis en mode off, et il a tout oublié, soit, voilà. Mais en tout cas, je me rappelle pas aujourd'hui, avoir eu des réactions qui m'ont fait, vraiment de la peine. Bah, tant mieux. Ou en tout cas qui t'ont écarté de ton choix dont tu avais l'air plutôt sûr au moment de les contacter et de procéder à l'inscription. Ex Quand vous avez procédé à l'inscription, tu nous as parlé d'une première visite. À ce moment-là, en plus, on sait que, comme tu l'as dit aussi toi-même au début de l'interview, il y a des fois beaucoup de demandes, des possibilités de ne pas pouvoir être accepté même en ayant un tableau clinique parfait pour des questions de kilométrage, de délai par rapport aux astreintes. Est-ce que vous avez su rapidement si vous alliez être pris ou pas? Et à partir de quand ont débuté les consultations? Oui, alors effectivement, comme je disais, les places étaient limitées. Je savais qu'il y avait des critères assez spécifiques et qui plus est, je pense qu'il est important de mentionner qu'on était en pleine, pandémie. Petit détail. Oui, j'ai appris ma grossesse en mai 2020, donc on était en plein confinement et assez rapidement, dans cette année-là, bon, bah, voilà, les choses se sont compliquées sur les accouchements en maternité avec, la présence du conjoint qui était pas toujours, facile et cetera et je pense que j'ai eu vraiment le bon réflexe du coup d'écrire très, très tôt. Donc voilà, j'ai fait un premier mail en expliquant, qui on était, en expliquant ma grossesse et mon désir d'accoucher, à la maison de naissance. J'ai eu très vite une réponse, d'une des sages-femmes qui du coup, si je me trompe pas en fait, avait la permanence sur, la date de terme qui avait été estimée. Donc c'est elle qui a pris contact avec moi assez rapidement et qui m'a proposé effectivement, une visite des lieux et un premier rendez-vous, avec mon mari. Donc ça, on a dû se voir je crois, un petit peu avant la fin du 2e mois. Donc une rencontre, juste tous les 3 avec l'une des sages-femmes.
Comme dans beaucoup de maisons de naissance, on était suivi par plusieurs sages-femmes. La petite particularité pour nous, c'était que on a commencé en binôme et on a fini en trinôme, puisque j'avais une de mes sages-femmes qui était en congé maternité quand on a commencé le suivi. Et donc voilà, on a rencontré une première sage-femme qui nous a fait visiter les locaux, qui nous a expliqué le fonctionnement de la maison de naissance, qui était attendu un petit peu des deux parties, ce que la maison de naissance souhaitait nous apporter, quelles étaient les conditions d'entrée, évidemment. Et à partir de là, nous, on a dit qu'on était partant pour ce projet-là, et la sage-femme s'est positionnée aussi pour nous dire qu'à ce moment-là, les feux étaient ouverts pour assurer notre suivi. Parfait, finalement, ça a été assez rapide, le fait de... La réponse, en tout cas, positive. Oui. Ça vous a pas mis dans un espèce de stress ou d'attente trop long? Parce que parfois, je me permets de dire ça, parce que parfois c'est ce qui peut se passer quand trop de demandes arrivent en même temps, le temps justement de vérifier tout ce que tu dis au niveau des contraintes diverses et variées et de faire le choix qui est pas forcément facile, qui leur fait des fois mal au cœur aussi aux sages-femmes d'avoir ces contraintes-là. Non, j'ai pas le souvenir que l'attente ait été très longue. C'était assez fluide comme mise en place. Bon, bah tant mieux. Et en parlant de mise en place, derrière, tu as commencé sans doute les consultations mensuelles. Donc, il y a ces fameuses consultations plutôt médicales, on va dire, qui sont agrémentées par les tests sanguins, les mesures utérines, la tension, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte et comment se déroulait une consultation type? Et ensuite, on parlera des séances de préparation à la naissance. Alors oui, effectivement, on a commencé à se voir en moyenne une fois par mois. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'équilibrer au mieux selon leur planning pour que je puisse un petit peu alterner et voir chacune des sages-femmes pour faire un peu plus ample connaissance, étant donné que le jour J, ça pouvait être l'une des deux, puis des trois, une fois que la troisième sage-femme nous a rejoints. Et donc, je me rendais à la maison de naissance, et puis on avait un entretien assez basique, avec en général une prise de tension, on écoutait le cœur, éventuellement je crois une pesée pour suivre un petit peu la prise de poids. Et puis après c'était souvent majoritairement de l'échange finalement, voilà, de la discussion, comment ça allait, qu'est-ce que je traversais à ce moment-là, voilà, est-ce qu'il y avait des appréhensions, des doutes, ce genre de choses. Tout du long du suivi, j'ai eu aucun examen physique. Aucun toucher vaginal, voilà, il y a pas eu ce besoin-là. Moi, j'en avais pas le besoin. Elle voyait pas l'intérêt sur une grossesse sans problème. Comme voilà, j'ai eu une grossesse vraiment très très facile, et du coup, j'ai trouvé ça très doux. J'étais pas forcément contre. C'était ma première grossesse. J'aurais fait un peu finalement ce qu'on me disait de faire, surtout que j'étais en confiance à cet endroit-là. Mais pour le coup, voilà, arrivée à l'accouchement, j'avais eu aucun toucher vaginal, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait avoir un suivi comme ça. Et ça, c'était très chouette. Donc voilà, des rencontres mensuelles où on apprenait à se connaître. Pour le coup, sur cette grossesse, la plupart des rendez-vous mensuels, je m'y rendais seule. Ok. Mon conjoint, ayant peu d'heures dédiées à cet accompagnement-là, il les gardait plutôt pour les échographies trimestrielles. Et donc les échographies trimestrielles, elles n'étaient pas faites au sein de la maison de naissance. On les faisait dans un cabinet de sage-femme échographiste à part. Voilà, c'est la seule chose qu'elle pouvait pas faire. Ok. Donc on faisait le lien avec une sage-femme échographiste. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as dit que c'était beaucoup axé sur de la discussion. C'était des échanges. Justement, elle te demandait comment tu vivais cette grossesse. Est-ce que tu as eu des peurs ou des angoisses particulières liées à ta grossesse? Sur la grossesse en elle-même, sur l'accouchement, pas du tout. Plus j'avançais dans ma préparation, dans mes connaissances, plus j'étais certaine de ce que je voulais et du choix que j'avais fait, et que c'est comme ça que ça devait se passer. En tout cas, je mettais toutes les chances de mon côté pour que ça se passe comme ça. Et je voyais pas d'autre option en fait possible. Le transfert pour moi, c'était juste impossible. Donc de ce côté-là, pas du tout. Après, c'est vrai qu'on a pu parler plus sur la grossesse en elle-même, de voilà, les débuts suite à une PMA. J'ai eu un petit peu de mal à investir la grossesse, à créer du lien avec mon bébé. J'avais un petit peu peur que ce petit bébé se soit niché dans mon ventre et puis que ça tienne pas. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal au début sur ces choses-là. Et puis voilà, pendant une grossesse, c'est quand même 9 mois, il se passe beaucoup de choses.
Il y a eu des aléas, des choses qui ont pu, à certains moments de ma grossesse, impacter mon moral, me peiner ou quoi. Et c'est vrai que, j'avais cette petite bulle où, je pouvais venir un petit peu déposer ce qui me tracassait et elles en profitaient pour me donner un petit peu aussi des astuces, pour prendre soin de moi, pour me recentrer, et focaliser un petit peu sur ce qui allait arriver et laisser tout ce qui était un peu parasite, en dehors de cette période-là. Donc c'était très chouette. Oui, finalement, c'était un accompagnement, même moral, en fait, à ce niveau-là. Oui, on se voit tous les mois donc il y a une vraie évolution dans le suivi et ce qu'on peut leur confier. Forcément. Je me demandais aussi si tu avais eu l'occasion d'être suivi par un autre professionnel de la périnatalité ou pas, que ce soit pour des séances de préparation en plus, type autonomie ou yoga, ou alors un besoin particulier. Tu nous parlais par exemple de douleurs de dos au début, que ce soit de l'acupuncture, de la kiné, de l'ostéopathie. Alors, avant même de tomber enceinte, j'avais un suivi de kinésithérapie, donc que j'ai continué pendant toute ma grossesse, qui m'a fait beaucoup de bien avec des massages pour soulager les éventuelles douleurs, un petit peu voilà, du dos. J'ai également été accompagnée tout au long de ma grossesse par mon ostéopathe, qui était quelqu'un de très présent dans mon parcours de soins et en plus, voilà, en qui j'avais toute confiance et qui était vraiment tourné vers la physiologie et pour me donner toutes les clés en tout cas pour, avoir un accouchement physiologique. Donc voilà, il m'a accompagnée, tout au long de la grossesse, sur, les douleurs qu'il pouvait y avoir et cetera et puis, en fin de grossesse pour, préparer le bassin, et que je me sente prête, à y aller. Ensuite, il y avait du coup donc, la sage-femme échographiste que je voyais pour les échographies et puis pour le reste, j'ai pas vraiment eu besoin d'aller, chercher, de me tourner vers d'autres professionnels parce que c'est vrai que du coup, en ayant 3 sages-femmes qui me suivaient à la maison de naissance, elles avaient chacune, une corde à leur arc et j'ai pu bénéficier du coup d'un éventail de choses, très intéressantes. Donc j'ai eu de l'acupuncture avec l'une d'elles, j'ai eu un peu tout ce qui était plus relaxation, respiration avec une autre. De mémoire, j'ai dû avoir aussi, on a fait la méthode Bonaparte avec l'une d'elles. Donc ça, c'était très intéressant, donc qui consiste à faire des points d'acupression au moment de la naissance pour soulager un petit peu, les douleurs des contractions. Voilà et puis après, elles étaient quand même, bien formées, hein, sur tout ce qui était, physiologie, naissance, allaitement, et on a pu vraiment en plus faire à la carte, ce qui nous attirait avec elles donc voilà, si j'avais souhaité, j'aurais pu voir, le portage ou des choses comme ça et c'était très intéressant. Donc voilà, non, ça s'est limité, à la kinésithérapie, l'ostéopathie, globalement. Oui, mais en même temps, c'est très complet comme tu dis, si elles avaient, chacune quelque chose à apporter de particulier, ça c'était déjà très riche finalement l'accompagnement qui t'était proposé au sein de la maison de naissance. Je me demandais, est-ce que les séances d'acupuncture ou de relaxation, qui t'ont été proposées par tes sages-femmes, c'était au moment des consultations ou c'était des consultations supplémentaires? Ou peut-être, que ça faisait partie des séances de préparation à la naissance ou c'était vraiment un temps à part? Alors pour la séance relaxation-méditation, il me semble que ça avait fait partie d'une séance de préparation. Pour l'acupuncture, par contre, on avait dû placer un rendez-vous supplémentaire, il me semble. OK. En tout cas, l'acupuncture dont j'ai eu besoin, j'en ai eu besoin peut-être 2 fois avant la fin. La première fois, c'était, parce que du coup, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, j'étais fumeuse et du coup, j'ai eu un accompagnement pour arrêter le tabac. Donc ça m'a bien aidée. Donc j'ai eu une séance pour ça et puis j'ai eu une autre séance vers, 6 mois de grossesse à peu près pour, des douleurs, type, canal carpien qui Mmh. surviennent, parfois pendant la grossesse et c'est vrai que j'avais bien, bien mal aux mains et j'avais fait une séance pour ça et ça m'avait soulagée. OK. Du coup, c'était vraiment en dehors, des consultations et des séances de préparation? Alors de mémoire, oui, on OK. positionnait un autre, rendez-vous que le rendez-vous mensuel ou de préparation. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être envisagé, vraiment quand on en ressent le besoin aussi, si on est suivi par une sage-femme, en tout cas qui a ces compétences-là. Maintenant, du coup, qu'on a vu un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment se sont déroulées les séances de préparation à la naissance? Est-ce qu'il y a vraiment, des thématiques qui t'ont paru, importantes à aborder dans le cadre, d'un accompagnement maison de naissance? Qu'est-ce que ça t'a amené en général, en plus de tout le suivi que tu viens de nous décrire? Alors, on a eu 7 cours de préparation à la naissance, certaines pardon, auxquels, mon conjoint a pu venir.
d'autres pas forcément. Donc on choisissait un petit peu du mieux possible, voilà, ce qui pouvait vraiment le concerner directement ou moins. Donc on avait vu effectivement cette méthode Bonaparte, l'acupression. Voilà, c'était vraiment intéressant et pour le coup je l'ai utilisé le jour J. De la relaxation, on avait vu aussi tout ce qui était un petit peu position, quelles étaient les positions qui pouvaient assez spontanément venir en cours de travail. On a vu aussi tout ce qui était une partie postpartum, on va dire préparation du postpartum, donc avec l'allaitement, le maternage, etc. Où c'était des choses qui étaient assez floues pour moi à l'époque. C'est vrai que j'étais pas décidée, je m'étais dit que j'essaierais d'allaiter, mais j'étais pas plus renseignée que ça non plus, donc on a pu aborder ça et préparer un petit peu tout ça. Voilà, et puis c'était quand même vraiment très complet. Sincèrement, c'était très complet. Elles étaient 3, donc les 3 expériences se complétaient vraiment bien. J'ai aussi fait, alors ça c'était assez drôle parce que du coup, sur une des préparations à la naissance où j'étais toute seule avec la sage-femme, elle m'explique qu'il est possible de faire pendant le travail des vocalises pour soulager et faire avancer le travail. Et très rapidement, je lui dis non, mais moi je veux même pas essayer là pendant le cours parce que j'étais un petit peu pudique et assez réservée et je me voyais pas du tout faire des vocalises et enfin voilà, pour moi le jour J, c'était pas ça dont j'aurais besoin. Donc elle m'explique quand même un petit peu comment ça peut fonctionner et puis on passe à autre chose. Et bingo, la première chose que j'ai faite dès que les contractions ont commencé, c'était mes plus belles vocalises. Donc voilà, encore une fois, elle avait cet éventail de choses à proposer et on pouvait un petit peu, soit dès la préparation venir choisir ce qui nous intéressait, soit elle l'abordait de toute façon et le jour J, là aussi on pouvait aller piocher sur ce qu'elle nous avait partagé. Oui, finalement, vu que tu avais l'information quelque part dans la tête, c'était quand même un outil ressource au moment s'il y avait besoin. C'est ça. Et c'est tellement pas la même chose, une consultation et un accouchement que finalement, c'est pas étonnant que tu pensais pas l'utiliser et que finalement tu l'as utilisé le jour J, quoi. Voilà, puis le jour J, du coup, j'étais plus du tout dans le C'est pas Dans pareil. la cerveau pudeur. branché, voilà. Et ça, elles le savent. C'est pour ça qu'elles Exactement. donnent tous les outils, quoi. Elles savent très bien que on n'est pas dans les mêmes moods en consultation, quoi. C'est ça. Donc voilà, la préparation avec les 3 sages-femmes, elle était déjà quand même vraiment précieuse. Et puis effectivement, après, j'ai fait d'autres choses en parallèle qui sont venues renforcer tout ça, mais c'était déjà une très belle base. D'accord. On sait qu'en maison de naissance, le projet est un petit peu différent qu'en maternité parce qu'il y a les déplacements qui se font des fois depuis loin. Alors toi, en l'occurrence, tu étais à proximité, donc c'est pas trop ton cas, mais il y a des gens qui peuvent se déplacer de loin. On sait aussi qu'il y a des frais liés à l'inscription, qu'il y a les frais supplémentaires parce que les sages-femmes se rendent disponibles 24 heures sur 24 à partir de 37 semaines d'aménorrhée sur un système d'astreinte. Il y a aussi le fait qu'il y ait un petit peu de matériel à amener, contrairement à la clinique où tout est fourni, que ce soit des alaises ou ce genre de choses. C'est un investissement du coup qui est un petit peu particulier, qui est pas dans le standard, on va dire, français habituel. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi t'as ressenti ça et comment t'as vécu le fait d'avoir cet investissement un peu différent à apporter? Alors c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on n'était pas les plus aisés. C'était un premier enfant, donc ça génère pas mal de frais. Pour autant, dès le début, c'était vraiment pour nous une priorité. On a eu très vite le devis, on savait ce que ça allait nous coûter de base. Le matériel, après, effectivement, voilà, c'est des choses qui se sont un petit peu rajoutées, mais ça s'étale un petit peu sur chaque mois. C'est vrai que le plus gros budget, finalement, c'était quand même les frais d'astreinte et les dépassements par rapport à une maternité classique. Pour autant, pour nous, c'était une évidence. Voilà, il y a plusieurs rentrées d'argent possibles au cours d'une grossesse, que ce soit avec la CAF qui verse la prime de la naissance ou les mutuelles parfois. À l'époque, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir 2 emplois différents et 2 mutuelles différentes. Et même si au départ, on n'a pas compté là-dessus, finalement, on a eu des bonnes surprises quand on a soumis les devis. On a eu la chance d'avoir des remboursements assez importants de nos mutuelles avec des primes de naissance, etc., qui ont permis d'alléger un petit peu la facture. Mais pour autant, même si ça n'avait pas été le cas, voilà, on avait choisi de pas dépendre de cela. Par exemple, dès le début de la grossesse, on a préféré acheter toute une chambre d'occasion. Voilà, ce genre d'investissement-là, pour nous, c'était plus important d'avoir cette belle naissance
que d'avoir une chambre flambant neuve à ce moment-là. D'accord. Je me permets juste de préciser 2 choses en plus. Bon, tu nous as pas donné de chiffres, mais selon les maisons de naissance, les tarifs varient. Les dépassements d'honoraires, il y en a pas dans toutes les maisons de naissance où le dépassement est variable, tout comme les frais d'inscription selon la région, pour diverses raisons. Et d'ailleurs, d'année en année, ça change aussi. Et la deuxième chose qui est importante à rappeler, les gens, finalement, vous vous êtes organisés pour ne pas en avoir besoin, mais chaque maison de naissance a un fonds de solidarité pour aider les familles qui n'auraient vraiment pas les moyens, mais pour qui ce projet serait vraiment important. Donc je dis ça pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui l'ignorent, qui ont envie d'avoir un suivi global en maison de naissance, un accouchement en maison de naissance. C'est vraiment important de savoir que vous pouvez en parler à vos sages-femmes et que ces aides existent en fait au sein des maisons de naissance. Ça peut être pour couvrir l'intégralité des frais ou juste une partie. En fait, ça dépendra du besoin de la personne et du projet de la personne. Mais en tout cas, pensez-y. Faut pas hésiter. Au-delà des préparations avec les professionnels dont tu nous parlais tout à l'heure, on sait aussi, comme on a pu un peu le mentionner, qu'un accouchement à la fois physiologique et en plus en maison de naissance est un accouchement assez particulier et demande à ce qu'on se prépare soi-même, demande, comme on disait tout à l'heure, à une question de matériel, mais aussi d'état d'esprit particulier. Et on se demandait, est-ce que tu avais pu mettre en place de ton côté, seul ou avec ton conjoint, pour préparer le jour J? Moi, très vite, je me suis lancée dans l'écoute de pas mal de podcasts Ouais. qui, en plus, émergeaient pas mal déjà à l'époque. Donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts, voilà, sur des récits de naissance, des naissances positives, des naissances physiologiques, ce genre de récits. J'ai pas beaucoup lu. J'ai lu, globalement «J'accouche bientôt, que faire de la douleur». Ça, c'était chouette parce que c'était la maison de naissance d'ailleurs qui faisait des prêts de livres si on le souhaitait. C'était un des services proposés. Dans les ressources, j'ai également regardé des documentaires qui parlaient de la naissance aussi, voilà, dans le monde, en France, ce genre de choses. T'as des titres de podcasts et de documentaires à partager ou dont tu te souviens là comme ça? Alors pour les podcasts, j'ai beaucoup écouté La Matrescence de Clémentine Sarlat. J'ai écouté, alors je sélectionnais un petit peu ce qui m'appelait. J'ai pas mal écouté Quantique Mama, Karine. OK. Voilà, un petit peu Bliss Story. Après les documentaires, j'avoue que j'ai plus tous les noms en tête. J'en avais lu pas mal. Alors j'en avais un j'avais trouvé très bien, qui était sur les naissances au Brésil, avec qui ont des taux de césarienne assez Ah oui, je impressionnants, l'ai vu passer. et que les femmes avaient un retour un petit peu au naturel. Voilà, évidemment, je me suis pas mal renseignée sur tout ce que faisait Michel Audin, Mmh. voilà, qui est un gynécologue obstétricien français renommé. Voilà. C'était pour avoir je me dis pour, Ouais. les invités qui chercheraient des références, merci. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, sur le dernier trimestre, on va dire, donc c'est vrai que mon conjoint a assisté à plusieurs, préparations à la naissance. Il était à fond dans le projet avec moi, il y avait pas de souci. Mais dans mon besoin un petit peu de maîtriser et de cadrer quand même les choses, je lui ai rédigé un carnet. En fait, je pense que c'est moi qui en avais besoin, Ouais. plus que lui. Je lui ai rédigé un carnet avec, voilà, les choses essentielles le jour J, à se rappeler pour lui, à me rappeler en cas de besoin, des petits mantras, des petites illustrations sur les positions qu'il pouvait me faire prendre, que lui pouvait prendre pour m'accompagner. Je le coachais en fait dans ce carnet, je lui rappelais, tout ce qu'il fallait, ce à quoi il fallait qu'il pense, le jour J. Voilà, c'était mon premier bébé. Évidemment, rien ne s'est passé, comme prévu. Je pense que le carnet, il est même pas sorti du sac ce jour-là. Mais voilà, c'était une façon de me préparer, de nous préparer, en gardant un petit peu à l'écrit, les points essentiels, que je jugeais utile, de garder, à l'esprit, le jour J. Oui, ça aide à ancrer des fois en mémoire les choses. Ouais. C'est ça, pour moi la préparation, tout est dans le terme. Elle prépare et donc finalement, même si le jour J, tu sors pas tous ces outils, le fait de les avoir, cherchés, fabriqués, rassemblés, ça aide beaucoup. En fait, Mmh. ça prépare de toute façon beaucoup à ces choses-là, même s'ils ont pas été appris par cœur et lus 15 fois.
ils sont là quelque part et ils aident aussi à la montée en confiance, tu vois, enfin à construire sa confiance aussi et sa bulle malgré tout. Donc même si c'est resté dans le placard, ça fonctionne quoi. Bah, c'est qu'on n'en a pas eu besoin. C'est que Ouais. tout était acquis et on avait confiance en ce qui se passait. Bon, en plus, Eh c'est ben, vrai c'est encore que mieux. ça s'est passé assez rapidement, mais vraiment, moi, en tout cas, ça m'avait aidé à ce moment-là à créer un petit peu, à appeler ce que j'espérais pour cette naissance. Ah oui. Bah, du coup, maintenant que tu avais appelé ce qu'il fallait, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est déroulée cette naissance? Oui, euh, c'était magnifique. Encore aujourd'hui, je me dis que c'est incroyable parce que c'est comme si tout ce que j'avais projeté, tout ce que j'avais pu espérer, c'est un peu réalisé cette nuit-là. Donc voilà, la grossesse globalement s'est très très bien passée. J'ai pas eu de soucis majeurs à part une suspicion d'un petit calcul rénal vers 6 mois, 6 mois et demi, qui Mmh. avait un petit peu voilà. Et puis sur la fin, j'avais eu un petit suivi un peu rapproché parce que une dernière écho montrait un petit bébé et ça avait un petit peu alerté la maternité partenaire. Donc Mmh. j'avais une mise en place d'un monitoring toutes les 48 heures à peu près sur la fin. Alors quand j'entends la fin, Oui, j'allais c'était à dire quelle partir fin parce que c'était à partir de la 37e semaine, quelque ah chose oui, comme quand ça. même, donc Ah oui. presque un mois entier si tu es à terme, quoi. Oui, oui, mais bah, je sais que c'était vraiment à la fin parce que du coup, j'ai accouché à 38 plus 5 Ah oui. Oui. et j'ai eu le temps de faire qu'un seul monito. Ah oui. OK. Le deuxième que je devais faire, bah, c'était le jour où j'ai accouché. Donc, OK. donc c'est vraiment à la toute fin, mais voilà, il y avait une petite suspicion d'un arrêt de croissance, donc on me Mmh. surveillait. Et mis à part ça, vraiment grossesse facile, très, très fluide. Et puis, bon, alors moi j'étais au taquet. Cette naissance, Mmh. j'avais hâte, vraiment. J'avais hâte de rencontrer ma fille, j'avais hâte de vivre ce moment-là en fait. Vraiment, j'avais tellement mis d'énergie dans cette préparation-là. J'étais dans cette énergie-là en tout cas sur la fin de la grossesse. Donc voilà, quand le dépassement de risque de prématurité a été passé, Mmh. j'ai commencé à mettre en place certaines choses, donc de l'acupuncture, boire des tisanes spéciales, etc. Même si je savais pas quel effet, enfin prouvé ou pas, moi je me préparais, je me mettais dans cette bulle-là. Et j'ai perdu mon bouchon muqueux assez tôt, à 37, ouais 37 plus 4 jours. J'ai perdu le bouchon muqueux et ce jour-là, je me suis dit: «Ah ça y est, c'est parti, je vais aller accoucher». J'étais prête, mais voilà, c'est vraiment aucune appréhension. Bon, rien ne s'est passé, j'ai eu des petites, contractions, non douloureuses dans les jours qui ont suivi. Et puis, la petite anecdote, à cette époque-là, il fallait qu'on change de voiture et bah, voilà, le temps qu'on s'y mette, tout ça, sur la fin de la grossesse, on s'est dit: «Bah, il serait temps d'aller voir un petit peu, des modèles et cetera en concession». Et le 28 décembre au matin, on se dit, «Bah, tiens, on va aller, voir, un modèle dans une concession». Et je sais pas, il y a un truc qui me fait me dire: «Je vais mettre une serviette, sous mes fesses». Alors c'était tôt, on était qu'à 38 plus 5, terme 41 semaines. J'avais pas de signes, avant-coureurs, rien. Par contre, je me dis en partant, «Faut que je mette une serviette sous mes fesses et puis surtout, voilà, faudrait pas que ça m'arrive dans une voiture neuve, quoi». Oui, ce que j'allais Le dire. le concessionnaire, il trouverait peut-être pas ça très drôle. Et puis voilà, j'avais retourné la maison, j'étais pleine d'énergie, j'avais tout trié et cetera. Mais voilà, j'aurais pas su dire au départ que quelque chose se préparait, quoi. Je sais pas pourquoi ce matin-là, je me suis réveillée comme ça, bon. Et donc on fait la journée, tout ça et puis, le soir, on arrive à la maison, on dîne, on va se coucher, pour regarder, notre série télé dans le lit, comme d'habitude. Et tout d'un coup, ma fille fait comme, souvent le soir, une grosse bosse sur mon ventre. Elle se loge d'un côté là, genre, «Coucou, je suis là», et je soulève le drap et je dis à mon mari: «Oh regarde!» Hop, je rebaisse le drap et là, je sens un tsunami sous les draps. Il y avait toujours une serviette ou pas? Et ben non, là je l'avais pas senti, venir pour le coup. Inondation Bon, dans le j'avais lit. une à l'aise, sous les draps. Mmh. Et vraiment, voilà, ce déferlante de chaud qui se passe sous les draps là, et je le regarde et je lui dis: «Oh! Mais je crois que je me suis fait pipi dessus». Et puis la quantité, la sensation,
Et là, d'un coup, je réalise, en fait. Je dis non, Mmh. en fait, c'est pas ça. Je viens de perdre les os. Donc là, un mélange d'excitation, je dirais même pas de peur, mais voilà, d'un peu d'appréhension peut-être, de se dire bon, ça y D'adrénaline est, on peut-être. y est, mais Oui. ouais, vraiment moi, non, j'étais vraiment, on était excités comme des puces, quoi. Ouais. Se dire, en fait, là, d'ici globalement 24 heures, on aura notre fille dans nos bras, quoi. Chose aussi assez rigolote, c'est que bah, c'est vrai que quand on regarde les films ou les séries, on voit souvent les femmes perdre les os d'un coup et hop, ça s'arrête. Bon, bah là, non, j'ai découvert que ça dure, ça coule, ça coule. Je fais à peu près toutes les serviettes de la maison pour éponger. Et donc, on a appelé tout de suite la sage-femme, qui était d'astreinte, parce que du coup, donc, les sages-femmes ont un planning d'astreinte. Et donc, la sage-femme nous dit oh, bah, c'est un premier bébé, pas d'inquiétude. À mon avis, ça va pas se déclencher là. On se voit demain. Donc, il était 21h30 quand j'ai perdu les os. Elle me dit on se voit demain matin à 9h30 au plus tard à la maison de naissance. S'il s'est rien passé, on a rendez-vous à 9h30. S'il se passe quoi que ce soit d'ici là, vous m'appelez. Ok, effectivement, j'avais pas de contraction, rien. Donc la branle-bas de combat, mon chéri qui part mettre le siège auto dans la voiture, finir préparer les préparatifs de la valise, tout ça, voilà. Moi, je fais des allers-retours un petit peu aux toilettes, etc. Toujours avec cette gêne parce que ça coule. Et puis, une fois qu'on a bouclé ce qu'il y avait à boucler, on se repose au lit. Mon chéri me dit bon, bah, allez, on va essayer de dormir, on sait jamais, ce serait bien de se reposer. Un mec, clairement, il se rendort, pas de souci. Et puis moi, bah, c'était voilà, impossible d'envisager de fermer l'œil. Trop de choses qui se passaient dans ma tête. Donc je me remets ma petite série. Et finalement, vers 23h, 23h30, je commence à me dire oh, ça, ouais, des contractions qui arrivent. Et en fait, très vite, des grosses contractions qui arrivent et rapprochées. Ouais. Et là où on nous disait, voilà, c'est un premier, ça va prendre du temps, il faut partir quand c'est à peu près toutes les 2-3 minutes. Alors on avait 20 minutes de route, c'est pas énorme, mais donc les contractions qui commencent à être très fortes et rapprochées, ça pousse et ça pousse derrière. Ouais. Là où on m'avait dit, bah, quand ça pousse derrière, c'est que c'est prêt à sortir. Ok. Et je me mets à claquer des dents. Je tremblais. Ah ouais. En fait, je me mets à trembler de tout mon corps. Alors, on était en plein mois de décembre aussi, donc je pense que ça n'a peut-être pas aidé. Mais après coup, on m'a dit que c'était un peu l'adrénaline, justement. Et donc, bon, bah voilà, au bout d'un moment, je réveille mon chéri, je lui dis excuse-moi de te réveiller, mais là, il se passe un truc, ça va très très vite. Ah bon, ah bon. Donc, il rappelle la sage-femme. Et puis, effectivement, quand il lui décrit mon état et qu'elle m'entend vocaliser, du coup, elle se dit ah bah oui, oui, là, il y a quelque chose quand même qui semble bien lancé. Donc, elle avait un peu plus d'1 heure de route pour arriver jusqu'à la maison de naissance. Donc, elle nous donne rendez-vous vers 1h30, 2h à la maison de naissance. Et ben entre-temps, j'ai été prise dans un tourbillon. C'est allé tellement vite, je m'y attendais tellement pas. Chose à laquelle j'avais pas pensé aussi, c'est qu'en plein mois d'hiver, c'est quand même mieux de se couvrir. Et là, j'étais en pyjama chez moi et incapable de m'habiller sur le moment. Et qu'est-ce que je vais me mettre? Il faut que je sorte jusqu'à la voiture. Et sur le coup, ça m'a paru insurmontable. Ça tombe bien, on avait un petit peu de temps, le temps que la sage-femme fasse la route. Et puis, nous voilà partis dans la voiture. J'ai cru que j'accouchais dans la voiture. Ça, voilà, c'était intense, ça poussait très fort. Un peu comme quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on n'est pas loin des toilettes et que c'est de pire en pire. J'ai cru que j'accouchais devant la maison de naissance. Quand j'ai vu la porte de la maison de naissance, ça me poussait tellement fort. J'ai dit, là, je vais accoucher sur le parking, quoi. Et puis en fait, je pense que voilà, le fait d'être arrivée là-bas, de descendre de la voiture, d'être prise en charge, etc., ça m'a un petit peu coupée dans l'élan. Donc on s'est redescendu. Très vite, je me suis déshabillée, je me suis penchée sur le lit, il m'a fait les points d'acupression comme on avait appris, ça m'a beaucoup soulagée au niveau des reins. La sage-femme me dit bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux la piscine? Moi, j'avais toujours visualisé cet accouchement dans la chambre rose, dans la piscine, donc il n'y avait pas de doute. Oui, je veux la piscine, la chambre rose, voilà. Et elle était libre, enfin voilà, tous. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, déjà, on est arrivé là. Ouais. Dans tout ce que j'avais planifié, on est arrivé à un déclenchement naturel. Je suis dans la chambre rose, dans la piscine. On est bien parti. C'est cool. Ça a dû te motiver, quoi. Ouais, c'était un gros soulagement. Soulagé, motivé. Ouais. Donc je me dis, bon bah allez, il y a plus qu'à finir le travail et puis Il n'y a plus qu'à. voilà. Et j'étais vraiment bien dans l'eau. L'eau m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait tout mon accouchement dans l'eau. Donc la sage-femme qui était d'astreinte était là. Et très vite est arrivée ce qu'on appelle la sage-femme 2. Donc qui est une sage-femme que normalement on n'a pas rencontrée.
et qui vient en soutien, en backup, de la sage-femme pour pas qu'elle soit seule. Et là aussi, petite anecdote, très douce, moi j'ai trouvé, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que je pense qu'on fait le choix d'une maison de naissance aussi pour être un peu dans un cocon et pour être, enveloppé par des personnes qu'on connaît plus qu'une sage-femme qu'on n'aurait jamais vue, en maternité auparavant. Lors d'une de mes précédentes, venues pour un rendez-vous, j'avais eu un petit peu d'attente et j'étais tombée sur une sage-femme, dans l'espace famille. C'est une cuisine, où on peut un petit peu patienter et cetera. Une sage-femme qui était une des fondatrices de la maison de naissance, donc qui avait, un beau parcours et qui était en fin de carrière. Et ce jour-là, on se met à discuter et puis elle m'explique son chemin et cetera. Et elle me dit: «Bah, en fait, je vais prendre ma retraite». Et voilà, elle m'explique comment elle avait, monté la maison de naissance, pourquoi, comment ça se passait dans le monde. Enfin voilà, elle me raconte un bout de sa vie, en fait. Et ce soir-là, quand on arrive qu'elle se présente aussi, et ben, en fait, c'était elle. Et ça faisait que, en fait, j'avais quelque part 2 visages connus dans la pièce avec moi. Ça m'a mise Oui. tout de suite, dans une bulle, j'ai trouvé ça génial. Et là, elle nous annonce qu'en fait, bah, c'était sa dernière garde, que ce jour-là, à minuit, elle arrêterait. Elle prenait sa retraite et que du coup, ma fille serait certainement sa dernière naissance. Ah, Et j'ai trouvé ça super beau. c'est joli Ouais, comme annonce. ça Ouais, c'est chouette. voilà, c'est un peu la boucle est bouclée. J'avais trouvé vraiment ce moment très doux, ce moment d'échange avec elle très doux. Et c'était elle qui était là. Et ouais, je trouvais ça joli comme anecdote. Donc ça m'a aussi, vachement aidée voilà, à me mettre dans cette bulle de confiance. Mmh. Ensuite, le vortex de la naissance, qui a commencé, où là, j'ai plus trop vu ce qui se passait. Donc du coup, comme je te disais, on a dû arriver à la maternité vers 2 heures du matin. Très vite, j'ai été dans l'eau chaude. J'avais un relais constant où on me versait de l'eau sur les reins, on me mettait un gant, voilà, monitoring portatif, et cetera. Donc vraiment pas dérangé. Mon mari constamment là. À un moment donné, moi qui suis, voilà, encore une fois assez, j'aime pas déranger, j'aime pas faire trop de bruit. La sage-femme dit qu'il faut que je boive. Est-ce que j'ai soif? Je dis oui. Elle demande à mon mari d'aller chercher de l'eau dans la cuisine et je lui dis non, pas toi, elle, sur un ton, enfin, j'avais honte quoi, mais sur le coup c'était voilà. Ah ouais, vraiment, C'était j'avais besoin de animal. mon pilier, c'était mon mari et c'était hors de question qu'il soit plus, dans la pièce. Et voilà, et du coup, voilà, ça continue à pousser, 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 donc je fais le travail et cetera. Et puis à un moment donné, je vois les 2 sages-femmes, partir dans la salle de bain et se mettre à chuchoter. Ah, Et j'avais beaucoup de mal à me déconnecter, à lâcher prise complètement. Et je les vois revenir avec un petit objet, entre les mains, persuadée que c'est une seringue. Et là, je me dis: «Ah non, non, pas d'ocytocine, pas de piqûre, rien, c'est le début de la fin. Elles vont me transférer, ça fait trop longtemps que je pousse». J'avais pas déconnecté, donc je savais depuis combien de temps je poussais. Et je me dis: «Ça fait beaucoup trop longtemps que je pousse. Elles vont finir par me faire passer à l'étage d'au-dessus, elles vont me transférer en maternité, il y a un problème, mon bébé il est bloqué, c'est pas possible, ils vont me faire une péridurale, c'est pas possible». Donc là, en fait, je me suis sortie de ma bulle et je leur dis: «Non, non, non, mais je veux pas de piqûre, je veux pas de piqûre». J'étais complètement, et là, elles me disent: «Mais non, c'est pas une piqûre», et c'était un sifflet, un winner flow pour, me ah oui. détendre et me faire respirer et que ça puisse s'ouvrir, tranquillement. Alors moi, je veux bien que tu expliques ce que c'est un winner flow, s'il te plaît. Alors, je suis pas une professionnelle, mais ça fait vraiment comme un petit sifflet en plastique, qu'on peut régler, je crois, en différentes intensités et dans lequel on vient souffler. Et ça permet de réguler un peu la respiration. Et en fait, en régulant la respiration, eh bien, on vient agir sur l'ouverture du col et la descente du bébé. Et OK. pour le coup, effectivement, j'étais un peu bloquée, je pense. Alors, j'ai su mettre les mots sur pourquoi j'étais bloquée. En fait, quand il y a eu cette parenthèse-là, j'ai été capable d'exprimer à ce moment-là que, en fait, tout allait trop vite et que 9 mois s'étaient passés hyper Mmh. vite et qu'en plus là, tout allait très vite et que j'étais pas prête à être maman. J'étais pas prête à à sortir ma fille, et puis j'avais peur aussi, des dégâts que ça pouvait faire, quand elle allait passer. Et donc en fait, je retenais un petit peu, je pense, tout ça. Après, ce sifflet, il sert aussi à ce que les abdos se contractent d'une certaine manière aussi. Ah OK. Donc je sais pas si ça aide aussi, mais de ce que j'ai compris, notamment il l'utilise, dans certains processus de césarienne, particulières. En tout cas, voilà, moi sur le moment, ce qu'elles m'ont expliqué, c'était que c'était pour ouvrir,
Oui, c'est ça. Ça fait tout un processus, oui, et j'imagine aussi que ça décale ton attention, peut-être aussi. Enfin voilà, il y a tout un. Enfin, ça marche vraiment bien cette C'est routine. intéressant aussi que oui, que ça ait pu te permettre d'exprimer finalement tout ce qui pouvait être de l'ordre du blocage psychologique. Mm. Voilà, parce qu'une fois que j'ai eu mis les mots, ben, ça m'a un peu débloqué. Effectivement, moi, le sifflet, il est venu me remettre aussi un petit peu, me refocaliser sur, ok, là maintenant, il faut faire descendre ton bébé. Mm. Elle a décidé que de toute façon qu'elle sortait, donc il va falloir l'accompagner. Et puis après, tout s'est un peu enchaîné, c'est allé assez vite. Sur la fin, elle a mis un miroir, la sage-femme a mis un miroir dans l'eau, donc j'ai commencé à voir un petit peu la tête arriver. Et puis elle m'a proposé également de toucher la tête quand elle a commencé à se présenter. Donc j'ai senti que ma fille était bien chevelue. Et ça m'a vachement boosté pour la suite, pour la poussée finale. Et puis voilà, après ça a été parti. J'ai poussé un bon coup. La tête s'est coincée entre deux contractions. Donc il a fallu que j'attende qu'il y ait une autre contraction assez forte pour finir de la faire sortir. Et donc elle est née dans l'eau à 6h22 du matin. Donc voilà, j'avais perdu les os à 21h30 et elle est arrivée à 6h22 du matin. Et c'était super. J'imagine. Et ton conjoint, tu nous as un peu dit, notamment qu'il avait appelé la sage-femme et qu'il avait fait les points d'acupression, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qu'il a fait pour toi? Il a pas été chercher de l'eau aussi, mais, mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait pour toi pendant l'accouchement? Et ben il a été là. Il a été présent, il était tout le temps en face de moi. Je me suis beaucoup suspendue à lui. Voilà, il m'a rassurée, il m'a coachée, il m'a soutenue. Voilà, il a fait tout ce qu'il y avait, je crois, à ce moment-là besoin de faire. Pour moi, il y avait une parfaite harmonie Ouais. entre lui et les sages-femmes. En fait, chacun se complétait. J'avais besoin que lui il soit en face de moi, qu'il soit mon pilier, comme je disais, voilà, de me suspendre, me tenir la main, me chuchoter des choses dans l'oreille, etc. Et les sages-femmes, elles étaient là, mais elles étaient discrètes. Je me souviens par moment avoir vu la sage-femme. Il y avait, alors la pièce était dans le noir, c'était tamisé, et puis il y avait juste une petite lampe de sel et de la musique. Et je revois la sage-femme en train presque de somnoler sur un fauteuil dans le coin de la pièce, quoi. Enfin, et pendant que l'autre allait me verser de l'eau. Enfin, c'était vraiment harmonieux. Tout le monde prenait soin de moi, chacun à sa manière, et chacun était à son poste. Et c'était très doux. Et voilà, mon conjoint, j'avais pas besoin qu'il fasse plus à ce moment-là, en fait. Il était là, il était présent, il était conscient. Il a aussi super bien joué son rôle dès que notre fille a été sortie. Il nous a pas laissé un seul instant. C'est lui qui a habillé sa fille pendant que je prenais ma première douche. Enfin, non, parfait. Pour ça qu'on a recommencé. Il a passé le premier test. Tout va bien. Oui. Mais après, ça suffit, en fait, C'est d'être ça. là. C'est ça. Non, puis Ça fait beaucoup. c'est quelqu'un qui, même s'il panique, il le montre pas. Oui. Ce qui est pas mal le jour d'un accouchement. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a eu des appréhensions. Pour lui aussi, c'est allé très vite et en même temps, ça a été très intense. J'ai pas eu besoin de me poser la question de et lui, est-ce que ça va, quoi. Oui, bah tant mieux. Ça permet que tu te mettes davantage dans ta bulle, C'est ça. à pas te préoccuper des autres autour, quoi. Merci de nous avoir partagé toute cette aventure de maternité et cette jolie naissance. On va parler maintenant avec Julie de comment ça s'est passé après la rencontre avec votre fille. Donc votre fille est née dans la piscine, dans les meilleures conditions du monde. Tu dis que ton mari l'a habillée, mais entre le moment où elle est sortie et le moment où il l'a habillée, il a dû se passer 2-3 petites choses, comme par exemple peut-être la délivrance. Comment ça s'est déroulé en fait une fois qu'elle est sortie? Est-ce qu'on t'a invité toi aussi à sortir de l'eau avec ta fille? Est-ce que vous avez eu des requêtes particulières au niveau du clampage tardif, au niveau du pot à pot, de l'allaitement ou quoi que ce soit? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment du postpartum très très immédiat, on va dire? Oui, donc effectivement, du coup, donc elle est sortie dans l'eau. La seule crainte à la fin, c'était qu'effectivement, j'avais tendance à me relever. Donc les sages-femmes me disaient: «Non, il faut vraiment que tu restes dans l'eau», parce que c'est soit elle sort dans l'eau, soit elle sort dans l'air, mais elle peut pas sortir dans l'air et retomber dans l'eau. Donc elle est sortie dans l'eau. Très vite, on l'a sortie, on l'a mise contre moi. Elle a pas vraiment pleuré, je crois qu'elle l'a un petit peu aspiré, mais voilà, elle allait bien, tout allait bien. Et puis c'est vrai que, bah, le «choc» entre guillemets, est passé. J'ai eu un peu la retombée, de tout ça. J'ai commencé à avoir froid dans l'eau et puis, en fait, assez rapidement, j'ai eu peur de faire une hémorragie. Il y avait pas mal de sang dans l'eau
Avec le recul, la sage-femme m'a dit qu'elle pensait que mon placenta s'était décollé en fait dès la naissance et que ça avait libéré pas mal de sang entre guillemets. Alors bah voilà, ça les inquiétait pas du tout, mais moi j'ai cassé ma bulle en fait à ce moment-là. Donc elles m'ont proposé de sortir tout de suite de l'eau pour pas qu'on prenne froid avec Alba. On est allé s'allonger dans le grand lit de la chambre et puis tout de suite peau à peau. Donc voilà, de toute façon effectivement nous on souhaitait un clampage tardif, c'était dans leur protocole aussi. Donc la question s'est pas posée tout de suite, peau à peau. Elles m'ont très vite apporté une petite tisane, une compote, un petit jus de fruits, voilà, de quoi me requinquer un petit peu assez rapidement. Et puis on a fait une mise au sein aussi, voilà, qui a été très facile, très fluide. Tout de suite, elles m'ont dit la tétée d'accueil, oui, oui, on y va. Donc Alba a pris le sein assez rapidement. Puis je sais pas, je dirais au bout de peut-être une petite demi-heure, elles m'ont dit bah écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe en bas, regarder un petit peu comment ça va, et puis si le placenta veut sortir. Donc pas de déchirure, aucun souci. Sur le coup, voilà, elle m'avait dit peut-être une micro déchirure, mais qui nécessitait pas de point. Et puis une petite éraillure qui m'a fait souffrir pendant quelques jours. Mais c'était vraiment tout. Et puis effectivement, les contractions ont repris. Alors rien de trop difficile. Et le placenta est sorti spontanément au bout d'un petit moment. Donc on l'a mis dans une bassine à côté de moi. On a continué notre peau à peau, la tétée. Je sais pas combien de temps après, mais honnêtement le cordon était tout blanc. Elle avait vraiment récupéré tout ce qu'elle pouvait récupérer. Le papa a clampé et coupé le cordon. Ok. Et j'ai eu besoin d'un moment pour moi. Je pense que j'avais un peu froid, j'étais un peu fatiguée, etc. Donc du coup, elles m'ont proposé d'aller prendre une douche pour me rincer aussi, parce que du coup j'avais été dans l'eau, etc. Donc j'ai laissé ma fille avec son papa en peau à peau. Je suis allée prendre une petite douche rien que pour moi et prendre un peu conscience de ce que mon corps venait de faire. Et voilà, le monde a continué de tourner pendant que je prenais ce moment pour moi. Et quand je suis revenue, du coup, effectivement, il l'avait pesé, il l'avait habillé. Et voilà, tous les soins non urgents ont été reportés. De toute façon, vraiment fait le strict minimum. Et ensuite, le reste, ça s'est passé dans les jours qui suivaient à la maison. Mais en parlant justement de maison, on sait qu'il est d'usage en maison de naissance de ne pas séjourner. On parle souvent du retour précoce à domicile. Combien de temps finalement vous êtes resté, vu que vous avez passé la nuit là-bas dans le cadre de l'accouchement? T'as accouché à 6h30 à peu près du matin. Est-ce que vous avez pu rentrer tôt ou est-ce que vous avez eu besoin, vu que tu disais que t'étais fatiguée, que t'avais froid, etc., d'avoir un moment sur place? Comment ça vous a été proposé par les sages-femmes? Alors ce qu'elles nous ont expliqué, c'était que, effectivement, après la naissance, il y avait souvent un pic d'adrénaline qui faisait qu'on était en pleine forme et qu'elles avaient tendance un peu à surfer là-dessus pour nous permettre de rentrer chez nous avant que ça retombe et qu'on puisse enfin tous se reposer, à la maison. Donc du coup, oui, accouchement à 6h30. Bon, j'ai un peu perdu notion du temps là aussi, mais en tout cas, on a fait un bon pot à pot. Voilà, j'ai pris ma douche et le temps qu'on sorte, il était environ 10h, 10h30 du matin, à peu près 4 heures après. On est arrivé chez nous, il devait être 11h à peu près du matin. Finalement, voilà, tout à l'heure on parlait de comment avait été accueilli le projet Maison de naissance. Très bien, dans la bienveillance, etc. Par contre, ça, le fait qu'on rentre chez nous aussitôt, ça a surpris plus d'une personne. Ah oui. Parce que finalement, on a annoncé la naissance, on était déjà rentré chez nous. Et ça, alors, pas en mal, hein, mais les gens ont été très très surpris. Il y a eu de l'inquiétude? Je saurais pas dire si c'était de l'inquiétude, si c'était juste quelque chose de tellement extraordinaire pour eux de se dire mais c'est leur premier bébé, ils savent rien faire et ils rentrent chez eux comme ça. Enfin, voilà, en plus, bah, c'est vrai que pour les personnes qui ont pu accoucher peut-être en structure, avec une péridurale, etc., elles peuvent pas forcément se rendre compte de la mobilité que j'avais. Moi, à 11h, je faisais cuire des pâtes dans ma cuisine, quoi. Oui, oui, oui. En étant au téléphone et en racontant mon accouchement. Voilà, j'avais vraiment ce pic d'adrénaline. Mmh. Je venais de faire un marathon, mais j'étais en pleine forme. Donc voilà, on est rentré, on a fait des photos, on a mangé. Et puis effectivement, vers 13-14 heures, ça a commencé à retomber. On venait quand même de faire une sacrée nuit blanche. Et donc là, bah, c'était génial. Alba était hyper apaisée les premiers jours. En tout cas, on nous avait dit que souvent c'était comme ça, un bébé très calme. Et donc, on a pu se poser tous les trois chez nous
C'était juste incroyable. On avait juste à annoncer qu'elle était née, à recevoir nos félicitations, à faire des photos et on était tous les 3 chez nous. Donc ça, c'était super et dès le lendemain, on a eu pendant 7 jours le passage, des sages-femmes. Donc selon leur planning, c'était à tour de rôle. Elles venaient rencontrer Alba pour celle qui n'était pas du coup à la naissance et donc un accompagnement, pendant 7 jours avec, les premiers soins, voilà qui avaient été reportés, donc des prises de sang, je sais plus exactement quels soins, les premières vitamines et cetera qu'il y avait à donner, la pesée quotidienne, la mise en place de l'allaitement, où là j'ai eu besoin d'un petit peu d'aide. Bon, ça a pas suffi pour le coup, mais voilà, elles étaient quand même, très renseignées sur plein de choses et voilà, on avait un vrai temps d'échange où elles prenaient soin de demander comment ça se passait, comment ça allait et s'il y avait un quelconque problème et ben, la fois où elles revenaient le lendemain, il y avait une solution qui était apportée ou au moins, Mmh. on essayait d'apporter une solution, à ce qu'on avait vu la veille et du coup, nous on a vécu ça hyper sereinement et encore une fois, c'était une période particulière avec le covid. Au moment où j'ai accouché, on était en deuxième période de confinement, si je me trompe pas. Et du coup, on était dans notre cocon, mais c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Ces visites quotidiennes, bah voilà, ça venait nous rassurer, ça venait nous dire ce qui nous manquait comme information. Mais on est devenus parents vraiment comme ça, en étant tous les trois dans notre cocon et en se faisant confiance en fait. Mmh. Et ça, c'était vraiment super. Je voulais savoir aussi si pendant ce suivi postpartum à la maison, est-ce que tu as eu l'occasion ou le besoin, que ce soit à ta demande ou par tes sages-femmes, de revenir sur le moment de l'accouchement? Non, non, pas spécifiquement. C'était très doux, ça s'est bien passé. Pour moi, tout avait été, parfait. On a pu réaborder ça plutôt sur la visite, postnatale à peu près 6 semaines, où je suis retournée à la maison de naissance pour cette visite obligatoire. Donc on a un petit peu fait le point, sur ce qui avait pu se passer, puis un peu les remerciements, tout ça, parce qu'après on se revoyait pas forcément. Mais non, non, sur l'accouchement lui-même, non. Là où j'ai eu un besoin à un moment de les contacter, ce qui était pas forcément prévu, c'est vrai que les premiers jours, je suis restée quand même pas mal au repos, donc en position allongée. Au bout de 5-6 jours, j'avais une séance, de kinésithérapie que j'ai choisi de conserver parce que j'avais quand même, vécu un moment assez intense au niveau de mon corps et j'avais pas mal quand même de douleurs et de courbatures, post-accouchement. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, c'était à 5 minutes de chez moi, je vais aller faire ma petite séance d'une demi-heure et puis je reviens. Et en fait, le fait de m'être mobilisée comme ça, d'avoir pris la voiture, d'être partie, d'avoir marché un peu dans la rue pour du parking jusqu'au cabinet de la kiné, etc. Arrivée chez la kiné, j'ai perdu énormément de sang. Ouais. Un gros caillot, vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ça, je le partage parce que je pense qu'on nous le dit pas assez. Le placenta avait été vérifié, j'ai pas fait d'hémorragie, rien du tout. Et j'ai perdu ce gros caillot en fait en me remobilisant et j'avoue que même la kiné qui est pourtant une professionnelle de santé et qui avait eu, des enfants, a été assez étonnée et du coup, j'ai appelé un peu en catastrophe, mes sages-femmes qui ont répondu et qui m'ont expliqué que non, non, ça pouvait arriver et que c'était juste parce que j'avais été, beaucoup allongée et voilà, qu'il y avait pas d'inquiétude par rapport à la quantité, perdue estimée. Encore une fois, ça c'est subjectif pour le coup, mais c'est vrai que comme, j'avais pas été prévenue. Enfin moi je trouve qu'on parle pas assez de ces choses-là finalement, sur l'après. Oui, on peut être impressionné facilement en Oui. plus par les pertes de Ouais. sang. Ouais. Voilà, puis là, c'était un peu la première fois que je laissais mon bébé, Mmh. je me retrouvais enfin là, j'étais pas avec elle, tout ça et je me suis vue partir, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ça y est, je l'ai laissée et si je la Ouais. reverrai pas». Donc voilà, ça a été à peu près la seule fois où j'ai eu besoin de les contacter, hors cadre, on va dire, Ok. pour être rassurée. Mais sinon, non, non, la naissance en elle-même, il y a pas eu besoin de revenir dessus. Ok. Est-ce que la maison de naissance a changé ou amené quelque chose de nouveau dans ta vie? Ah oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Alors, la maison de naissance en elle-même, enfin, c'est pas que la maison de naissance, du coup, c'est vraiment toute mon expérience, mon parcours PMA, cette grossesse, la façon dont ça s'est déroulé, la façon dont la naissance s'est déroulée, et là, grâce à la maison de naissance, parce que clairement, elle m'a permis d'avoir une naissance incroyable et tellement douce et respectée que ça change beaucoup de choses. Mais effectivement, toute cette préparation, cette physiologie de l'accouchement que j'ai découvert, etc., bah, tout ça, ça a mené à une profonde transformation chez moi. Je me suis passionnée pour ce monde de la périnatalité, pour commencer.
j'ai vraiment adhéré au maternage. Voilà, ma fille, on a été en allaitement exclusif, en cododo, en portage. Pour moi, c'était une évidence tout ça. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai appris avec la maison de naissance à écouter mes besoins physiologiques, ceux de mon bébé aussi, et à être entourée et à être soutenue et respectée dans mes choix. Et ça, clairement, ça fait la maman que je suis aujourd'hui. Et du coup aussi, voilà, ma réorientation professionnelle, puisque j'ai fait ma formation de doula a posteriori. Et si j'ai fait cette formation-là, c'est aussi pour... alors, voilà, j'ai choisi de faire une formation. On était 16 étudiantes, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut assez vite constater que beaucoup viennent dans ce domaine-là plutôt parce qu'elles ont vécu des traumas ou des choses difficiles. Et moi, à contrario, c'était... mais moi, en fait, je veux que toutes les femmes sachent qu'on peut avoir un accompagnement comme ça et une naissance qui se passe comme ça. Donc oui, mon accompagnement et cette naissance en maison de naissance a changé ma vision de la naissance en général, de la mère que je peux être et de l'accouchement que je peux avoir et qu'on peut tout avoir quand les paramètres sont réunis. Là, tu parles de ce que t'a apporté la maison de naissance, mais avant de savoir ce qu'elle allait t'apporter, donc on revient un petit peu en arrière sur ces questions-là, à quel point le projet à la maison de naissance était important pour vous quand vous vous êtes lancé dedans? Qu'est-ce qui signifiait? Pour moi, c'était la seule option. Hmm. Clairement, j'avais eu tellement de médicalisation, d'hôpitaux avec la PMA, etc. Je me voyais pas mettre ma fille au monde dans un espace médicalisé. Alors, s'il y avait eu une pathologie qui le nécessitait, évidemment, heureusement qu'il y a des maternités, qu'il y a des médecins et qui sauvent des vies, et heureusement. Mais dans le cadre où tout irait bien, pour moi, ça a été mon seul objectif pendant des mois. En fait, je me suis énormément concentrée sur la naissance, un peu sur le postpartum aussi, parce que du coup, en plus, dans l'accompagnement qu'on avait, elle nous y encourageait, ça c'était super. Pendant des mois, j'ai vécu préparation à l'accouchement. Pour mon mari, lui, c'était plus me soutenir. Il me suivait, il voyait bien que c'était ce qui était moteur pour moi, il voyait bien les arguments que je lui présentais au fur et à mesure. Mais mon mari, j'aurais été à la maternité, pour lui, c'était pareil, quoi. À ce moment-là, il le faisait pas par conviction, ni par, voilà, par besoin. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était un objectif en soi, quoi. Et je pense que si ça s'était pas passé comme ça, je l'aurais vécu comme un échec pour moi. J'imagine. C'est vrai que le transfert, voilà, pendant le suivi, on parle du transfert, hein, on est obligé. Il y a une session là-dessus d'ailleurs où elle nous présente les chiffres, elle nous explique tous les cas de transfert et comment ça va se passer si c'est le cas, etc. On prépare un projet de naissance à présenter à la maternité. Mais pendant le projet de transfert, j'étais un peu, oui, je t'écoute, mais je veux pas en entendre parler, hein. C'est pas envisageable. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure sur l'aspect financier, c'était un vrai choix, un vrai besoin et c'était comme ça et pas autrement quelque part, quoi. Et tu parlais de ton mari qui au début surtout te suivait et à la fin de toutes ces expériences, lui, il en était où de tout ça? Je dirais qu'il a été convaincu parce que alors je sais pas, je sais que c'est pas partout pareil dans les maisons de naissance. La maison de naissance femme à Bourgoin, elle est vraiment dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est aménagé comme l'hôpital, mais il y a une porte à l'extérieur. Par contre, depuis l'intérieur, il y a juste un ascenseur et en un étage, on arrive à la maternité. Et ça le rassurait énormément. Ce côté, ok, t'es dans un cocon, un petit peu comme chez toi, on laisse la nature faire. Par contre, s'il y a quoi que ce soit, t'as un ascenseur, un étage à faire et t'es pris en charge. Pour lui, c'était le bon compromis pour la sécurité et de sa femme et de sa fille. Et je pense qu'il a vraiment été convaincu par ce fonctionnement-là. Et la preuve en est, c'est que aujourd'hui, on n'a plus cette option-là, là où on a déménagé. Et je sais que si on pouvait, il y retournerait les yeux fermés. Et du coup, qu'est-ce que t'aurais fait s'il n'y avait pas une maison de naissance près de chez toi, parce que t'as la chance d'avoir une maison pas très loin à l'époque, ou si ton dossier avait été refusé? Je pense que j'aurais cheminé quand même dans ce sens-là vers la physiologie, donc j'aurais exploré les pistes de tout ce qui était peut-être salle nature ou plateau technique. J'avoue que je l'ai pas fait, parce que du coup j'ai pas eu besoin. Donc je sais pas trop de quoi sont équipés l'hôpital et la maternité du secteur.
Mais je pense qu'en priorité, je serais partie vers ce type d'accouchement-là. Mm. Et puis peut-être que si j'avais pas trouvé, encore une fois, pour moi, c'était vraiment un objectif, un besoin, et c'est devenu une révélation au fur et à mesure de tout ce que j'apprenais. Peut-être que j'aurais envisagé un accouchement à domicile. Alors là, je pense que mon mari, surtout pour un premier, ça aurait été plus compliqué. Mais je pense que j'aurais pris contact quand même s'il y en avait une avec une sage-femme pour un accouchement à domicile. Il y a un plateau technique par là-bas. Alors, c'est pas à l'hôpital de Bourgoin, mais c'est à celui de Givors. Je sais Oui, plus alors le c'est nom. possible, mais ça me faisait loin. Ouais, j'étais quand même loin de Lyon, Oui, j'étais de l'autre côté, donc ça marche. Tu es actuellement enceinte de ton deuxième oui. bébé, pour lequel tu nous as partagé que tu avais prévu une naissance à domicile. On se demandait, donc là tu parlais du fait que il y a plus de maison de naissance à côté de chez vous, mais combien peut-être ton premier accouchement a influencé cette décision, et ton mari, est-ce qu'il est toujours aussi réticent que pour le premier? Est-ce qu'il était toujours réticent en tout cas à l'idée d'accoucher à domicile? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce nouveau projet physiologique? Alors je pense que la naissance qu'on a eue pour Alba était tellement belle, tellement douce, tellement facile. Je pense que ça pouvait que le convaincre des bénéfices de la physiologie, du laisser-faire, du naturel, mais aussi de l'accompagnement global avec des sages-femmes qu'on peut connaître et qui nous suivent de A à Z, et puis surtout de me voir moi dans un environnement où j'ai confiance. Donc là-dessus, et pour ça, je pense qu'il me suit aujourd'hui dans ce projet-là. Il a des réticences qu'il a pu partager avec la sage-femme qui nous suit. Je trouve que c'est important d'être honnête et transparent. Mais pour autant, il est dans le respect total de moi, de mon corps, de mes ressentis, de mes besoins. Et puis, je pense que ce qui l'a énormément rassuré, alors c'est un tout autre sujet sur l'accouchement à domicile, mais c'est quand même que très vite, la sage-femme, elle a posé les bases de son accompagnement, à savoir, un peu comme la maison de naissance quand même, finalement, c'est des critères à respecter. Et que au moindre écart qui tend vers la pathologie, en fait, hop, on repart dans le système de la maternité classique. Hmm. Donc ça l'a bien rassuré de savoir que s'il y avait quoi que ce soit, le transfert serait envisagé et que c'était carré. Voilà, que c'était très maîtrisé. Et encore une fois, il fait ça pour... il nous accompagne, il me soutient dans nos choix, quoi. Hmm. Mais c'est super, c'est cool, on a hâte que tu nous racontes. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie, et notamment avec tout ce qu'elle t'a apporté, et d'autant plus tout ce qu'elle t'a amené aussi peut-être comme projet derrière, projet de vie, est-ce que tu pourrais redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Bah, je dirais qu'au premier abord, on peut penser qu'une maison de naissance, c'est un endroit où on va pour accoucher, et qu'au final, c'est bien plus que ça. C'est un véritable cocon où on est respecté, on est écouté, accompagné, et chaque naissance est accueillie dans une atmosphère qui est intime, qui est bienveillante. On a des sages-femmes qui sont vraiment attentives, on est entouré, on crée une relation privilégiée. Voilà, elles sont bien au-delà d'un suivi simplement médical, mensuel. Comme j'ai pu le dire, c'est du partage. Et elles sont expertes dans leur domaine. Moi, clairement, c'est ce que j'ai pu constater. C'est-à-dire qu'au simple son de ma voix, elles savaient à peu près à combien j'étais dilatée. C'est incroyable. Et voilà, c'est important qu'il y ait des espaces comme ça où on puisse laisser la femme être, le couple être, et s'écouter, choisir le naturel pour vivre cette naissance en toute sérénité. Et pour conclure, je dirais que c'est vraiment un compromis parfait entre l'accouchement à domicile et l'accouchement en maternité. Et moi, ce que je souhaite vraiment pour le futur, c'est que cette option, elle soit disponible pour chaque femme qui voudrait pouvoir donner naissance dans ces conditions, parce que c'est précieux. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais on devrait tout avoir ce choix-là. Oui, tout à fait d'accord. C'est ce pourquoi on milite aussi, et notamment dans le partage d'informations et dans le partage de récits comme le tien, qui vient s'ajouter à toutes celles qui sont venues avant pour expliquer justement cette importance-là. Merci du coup pour cette nouvelle définition et pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. On espère que nos auditeurs et nos auditrices entendront à travers ton récit à la fois ce que ça peut impliquer, ce que ça demande, notamment de faire un projet en maison de naissance, mais également toute la richesse que ça peut apporter. On est contente aujourd'hui aussi de rappeler, avec ton récit particulier, que c'est pas parce qu'on a un parcours de procréation médicalement assistée qu'on ne peut pas envisager un suivi physiologique et le moins médicalisé possible pour cette superbe aventure qu'est la naissance. Et donc on est très contente d'avoir accueilli ton récit aujourd'hui. Je vais te poser la traditionnelle question de fin à présent.
Est-ce que tu aurais une petite astuce ou un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accoucher physiologiquement? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidée, pendant le travail actif, c'était de me dire que alors douleur, intensité, puissance, quoi qu'on l'appelle, c'est quelque chose qui nous embarque à ce moment-là, ces contractions, on sait quand ça commence, on sait pas trop comment ça va finir, mais c'était de me dire, «Ça va forcément s'arrêter». Moi, voilà, j'avais un peu cette relation à la douleur et c'était de se dire, «Là, c'est une douleur qui me rapproche de mon bébé et on sait forcément qu'il y a une expiration à ça, ça va s'arrêter» et ça m'a vraiment bien aidée à tenir, de me dire, voilà, c'est pour la plus belle des causes et ça va pas durer éternellement. Alors voilà, c'était mon parcours par rapport à des douleurs que j'avais pu vivre Mmh. auparavant et cetera. Mais voilà, si ça peut en aider certaines, bah, ça serait super. Ça en aidera forcément certaines. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Audrey pour ton histoire, pour toute la confiance que tu nous as accordée en venant te confier aujourd'hui à notre micro, nous partager tout ton parcours du début jusqu'à la fin et avec toutes les petites anecdotes qui l'ont parsemé et qui en font vraiment quelque chose d'unique et de très chouette à écouter. On te souhaite une très bonne continuation et puis un bel accouchement à domicile pour la grossesse en cours. Bah, merci beaucoup, de m'avoir donné la parole, d'avoir pu, raconter, la naissance de ma fille et bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça très beau de mettre, les maisons de naissance en lumière et les sages-femmes et le travail extraordinaire qu'elles font. C'est vraiment précieux, de donner ce choix aux femmes, aux couples et voilà, continuez comme ça, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Audrey. Au revoir. Au revoir Audrey. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.